rédactrice web SEO, experte en vin. Je vous retrouve aujourd'hui sur YouTube encore je vais commenter la vidéo de Oussama Ammar sur le vin. Allez, c'est parti. Il avait pour projet de faire 150 000 caisses de vin vendues aux États-Unis la première année, il en a vendu 3 millions. La dégustation, le vin qui était dans la bouteille premier prix est moins bien noté que le vin qui se trouve dans sa bouteille d'origine. Les consommateurs vont pas avoir juste une impression que ce vin est meilleur. Leur cerveau va vraiment leur dire que ce vin est meilleur. J'étais destinée à finir dans le monde du vin. T'aimes picoler, quoi. Bon, en tout cas, Juliette, bienvenue dans cette émission. Ça s'appelle À ta santé, donc un petit... Non, mais sérieux, comment il n'y a pas un verre de vin là? Comment il n'y a pas un verre de vin là? Un petit chin de début. C'est un plaisir de t'avoir. Donc, pour tous ceux qui ne se connaissent pas, présente-toi. Alors, moi, je suis spécialisée dans le secteur des vins et spiritueux. À la base, j'ai une formation de juriste spécialisée en droit du vin et des spiritueux. Ok. Et il y a un an, j'ai monté mon agence d'accompagnement 360 pour les producteurs de vin. Donc en stratégie, marketing, communication et jusqu'à l'aide à la distribution. Et comment t'as fini dans le monde du vin? Je pense que j'étais destinée à finir dans le monde du vin. T'aimes picoler, quoi. J'adore picoler, mais au-delà de ça, avant de faire du droit, en fait, j'ai fait une année de médecine. Et je pense que j'ai toujours été fascinée par tout ce qui était vivant, de manière générale. Et quand je vois du vin, en fait, je vois pas juste le produit, je vois ce qu'il y a eu avant et je vois ce qui va se passer après. Et en fait, dans le choix du vin et même de la médecine avant, c'est mon grand-père qui a eu un impact considérable, en fait. C'est intéressant que ce soit son grand-père qui ait impacté du coup sa motivation à accompagner du coup le monde du vin avec son expertise. Sur le choix de mon orientation. D'accord. Parce que lui était médecin et passionné de vin, parce qu'il avait des parts dans des domaines. C'est d'autant plus intéressant que lui était médecin. Avec tout ce qui se passe en ce moment au niveau de la loi E20 et de tous les hygiénistes qu'on entend nous rabâcher les oreilles dans les magazines, les revues spécialisées et autres, c'est intéressant d'entendre ce regard-là. Domaine viticole à Saint-Émilion. À Saint-Émilion. Voilà. Wow. Le cœur du cœur. Ouais, on peut dire ça. Donc région de cœur, quoi. C'est là que j'ai démarré, forcément. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu offres à tes clients Alors, je connaissais pas du tout Juliette Bourri. Moi, je suis à même pas 30 km de Saint-Émilion et je n'avais jamais entendu parler, quoi. Donc, c'est une découverte. Précisément, tu les accompagnes sur tous les aspects pour se connecter directement à leurs clients et bypasser les distributeurs, c'est un peu ça la logique? C'est un peu ça, mais pas que. C'est-à-dire que je pense qu'on peut construire une stratégie viable sans forcément bypasser les distributeurs. D'accord. En fait, l'idée, c'est déjà, dans un premier temps, on fait un bilan, on fait un premier audit. Et nous, en fait, on va accompagner sur la partie stratégie marketing, que je distingue bien de la stratégie communication, puisque pour nos clients, c'est pas toujours évident de distinguer les deux. Et après, on va jusqu'à les accompagner dans la stratégie de commercialisation, puisqu'en fait, ça va participer à la diffusion de leur image. Et bien souvent, en fait, c'est vrai que la manière dont la filière est organisée, historiquement, fait que les producteurs de vin n'ont pas eu cette habitude d'être connectés avec leurs consommateurs. Ils ont eu l'habitude de passer par des places de marché, des distributeurs ou des négociants. Alors là, je suis un peu choquée de ce qu'elle dit. Mais parce que je pense que du coup elle est pas dans... Enfin, il y a plusieurs cas dans le monde du vin, évidemment. On peut aller sur une propriété qui a 5 hectares et sur une propriété qui a 1000 hectares. Et du coup, le système de distribution n'est pas le même sur une propriété de 30 et 50 hectares. Donc certainement qu'il y a peut-être beaucoup plus de propriétaires viticoles qui ont contact direct avec les revendeurs, mais il me semble que ces dernières années, l'objectif de tous, c'était de faire de la vente aux particuliers une priorité, quoi, en fait. Et donc, nous, en fait, on essaye de les reconnecter un peu à leur cible parce que le point de départ, c'est pourquoi vous faites du vin, pour qui vous faites du vin, et donc à qui votre produit s'adresse. Parce qu'on ne fait pas du vin et puis on verra à qui.
Alors, elle a dit pourquoi vous faites du vin, pour qui vous faites du vin et à qui le produit s'adresse, il me semble. Faut que je remette. Ou des négociants. Mhm. Et donc, nous, en fait, on essaye de les reconnecter un peu à leur cible parce que le point de départ, c'est pourquoi vous faites du vin, pour qui vous faites du vin, et donc à qui votre produit s'adresse. Parce que Voilà. Pourquoi vous faites du vin, pour qui et à qui votre produit s'adresse. Donc ça, ce sont des questions évidentes qu'il faut se poser, mais pour moi, elles sont pas assez précises. Certainement que lorsqu'elle fait son audit, elle pose des questions qui sont plus précises par rapport à ça. Il se trouve que de nombreuses propriétés viticoles, elles sont transmises de génération en génération. Et lorsqu'on demande pourquoi vous faites du vin, je suis pas sûre que tout le monde ait conscience et peut répondre concrètement à cette question. Et pour qui et à qui, non plus. En revanche, moi, les questions que je poserais plutôt, c'est quel type de vin vous faites et pourquoi vos clients viennent chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, en fait. Et ensuite, pour moi, c'est plutôt de l'introspection pour pouvoir après renverser la vapeur dans le temps, de dire, ben voilà, quelles sont mes valeurs, voilà pourquoi je fais du vin, et aller travailler là-dessus. Mais avant ça, pour moi, il y a notre chemin à comprendre. on fait pas du vin et puis on verra à qui on va le vendre après, quoi. Ah oui? Et d'ailleurs, si j'ai cette réflexion, c'est parce que justement j'ai été vigneronne et très 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 souvent, quand je me faisais accompagner pour mieux vendre mon vin, on me demandait toujours mais pourquoi tu fais du vin et à qui et pour qui est ce vin? Et en réalité, je me retrouvais souvent face à un mur avec des raisons qui n'étaient pas du tout celles que je vivais à ce moment-là, quoi, en fait, de pourquoi je faisais du vin. Donc du coup, on part sur quelque chose après de, comment je dirais, plutôt, on peut aller sur quelque chose comme, comment on dit, une mission de vie. Enfin, on part on s'éloigne du concret, quoi, pour moi. Pourquoi? Moi, personnellement, je suis pas sûre qu'il y ait un marché aujourd'hui sur lequel on produit quelque chose, on lance et puis ensuite on essaie de trouver des clients. Je dis pas qu'il y a pas des entreprises qui ont essayé de le faire, mais je suis pas sûre que ce soit le moyen le plus efficace d'y arriver. C'est une bonne question. Alors, pour moi, la différence là, dans la prise de conscience par rapport au vin, c'est que les gens connaissent le vin et savent ce que c'est le vin. En général, tout le monde sait ce que c'est le vin. J'ai envie de dire, c'est rien à voir, mais c'est un peu comme on sait ce que c'est le chocolat. Voilà, quoi, en fait. On sait ce que c'est le foie gras. Donc, euh, du coup, on se pose pas la question de savoir s'il y a en fait une innovation à vendre du vin. Euh, Ouais, il y a quand même il y a beaucoup de startups qui découvrent leur marché a posteriori du lancement, tu vois. Ils pensent lancer sur quelque chose et ils voient de la demande. Alors là, ce que j'aime bien avec Oussama Hamar, je suis pas une fan de Oussama Hamar. C'est pas quelqu'un que voilà, on n'est pas dans le même monde peut-être et c'est peut-être pour ça. Après, j'aime bien son là sa réflexion et même dans ces échanges, quoi, en fait. Et ce qui me paraît intéressant ici, c'est que lui, il a pas du tout la tête dans le guidon dans le monde du vin, et du coup, il se retrouve à poser des questions par rapport à son domaine de compétences, et son regard et son expérience de vie au niveau des startups. Mais je suis même pas convaincue que les startups créent lance un produit sans en fait avoir fait une pseudo-étude de marché. Et si elle lance un produit pour répondre à une demande sur un marché. Alors que le vin, on se met pas à faire du vin par rapport à une demande, à un marché, quoi, en fait. Euh, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est le même problème avec les agriculteurs. On est agriculteur parce que on aime ça. C'est un métier qui nous porte. On a des valeurs par rapport à ça. Voilà. Après, c'est compliqué,
mais il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous. Et c'est pareil quand on est vigneron. Souvent, quand on est vigneron, c'est de père en fils. Et même si on reprend une propriété et qu'on a envie de s'installer, c'est parce que il y a quelque chose qui nous appelle là-dedans. Après, c'est évident que des fois, on est complètement en dehors du marché et on vient pas coller et correspondre aux attentes des consommateurs. Mais vraiment, moi, une question qui aujourd'hui est pour moi hyper profonde, c'est est-ce qu'il faut vraiment correspondre aux attentes des consommateurs? Parce que regardez où on en est aujourd'hui à répondre aux attentes des consommateurs, en fait. Je suis pas sûre que ce soit une évidence. Bon, d'ailleurs, quoi. Oui, mais est-ce qu'à la base, ils avaient pas déjà anticipé une forme de demande ou fait un travail sur le marché? Non, mais bon, la différence, c'est que le vin, c'est vendu par beaucoup de gens déjà. C'est peut-être ça la différence. Bah, Oui. C'est rare. Une énorme concurrence dans le monde du vin et des gens qui sont déjà là depuis longtemps et qui ont créé une notoriété, quoi. Rarement le premier à faire du vin, quoi. ouais, puis bon, même si je crois qu'il peut y avoir de l'innovation dans le vin, le produit reste un produit de consommation courante. Ouais, c'est dommage qu'on consomme pas plus couramment que ça, mais on peut dire ça comme ça. Donc, Donc c'est un sujet de positionnement, de stratégie, de création d'une demande. oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est tout simplement d'aider les producteurs de vin à créer une marque qui soit suffisamment mémorable pour qu'elle puisse construire autour d'elle une communauté, en fait, qui les suive, tout simplement. Ok. Et J'espère que quand elle dit créer une marque, c'est pas encore créer une énième cuvée dans laquelle on va faire le buzz et on va en fait drainer soi-disant toute notre propriété avec ça. J'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est vraiment entretenir sa notoriété en montrant qui on est grâce à ses valeurs. Mais j'espère que c'est plutôt ça quoi en fait. concrètement, comment tu fais ça? Alors, la première étape, comme je te disais tout à l'heure, c'est en fait, on fait déjà un premier audit, Donc, on voit comment ça marche, C'est quoi où ils en sont. c'est quoi les 3 erreurs les plus courantes que tu vois lors des audits? D'abord, ils n'ont pas de stratégie, bien souvent, ni marketing, ni commercial. C'est bien qu'ils mettent en place des actions de communication. Oui, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de stratégie ni commercial, puisqu'à la base, on apprend quand on va à l'école aussi, le métier de vigneron, c'est on passe un bac viti-eno ou un BTS viti-eno, quoi. Donc la stratégie commerciale vin, voilà. Aujourd'hui, le métier de vigneron, c'est un métier où on a multicasquette, en fait. Donc ça, on oublie trop, trop, trop souvent de le dire. Et voilà, quoi, en fait. Souvent, ils ont même d'assez bonnes idées, ils sont volontaires, mais c'est difficile en fait d'être régulier quand on voit pas les résultats tout de suite. Et puis c'est difficile en fait de trouver, d'abord de pouvoir percevoir quel est le retour en fait sur ce qu'on a fait. Est-ce que ça a été efficace ou pas? Parce que quand on communique pour communiquer sans avoir bien défini quel était l'objectif de la communication, du coup c'est compliqué, on se décourage. Et en fait, on en vient à être... Alors, je sais pas si c'est le fait que on se décourage, si c'est le fait que c'est difficile de communiquer. On se décourage parce que le fait d'avoir ce métier de vigneron, c'est un métier difficile. On est déjà en train de savoir jouer avec Dame Nature. Ensuite, on doit vendre notre vin. Il faut maintenant jouer avec les réseaux sociaux. Et au-delà de ça, il faut être quand même un chimiste pour être fort en œnologie, pour pas faire n'importe quoi. C'est ce que je lui disais, et c'est quand même un métier à multiples casquettes où il y a des jours, ça commence à taper sur le système. Et là, quand en plus on se dit, bah, tiens, je vais passer du temps sur les réseaux sociaux pour vendre mon vin et que ça ne fonctionne pas, parce qu'on a cru que de voir les autres, bah, c'était rentable. Euh, ben, effectivement, c'est démoralisant, quoi. être sur Instagram parce qu'il faut être sur Instagram, mais on ne sait pas trop ce qu'il faut y publier, comment, à quel moment, ni pour qui en fait. Oui, donc c'est pour ça, ça me fait penser, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est qu'il faut s'entourer de professionnels qui sont compétents et déléguer aux professionnels qui ont aussi la connaissance du vin. Ouais. Tu connais Stadguy? Non, pas du tout. C'est vrai, tu connais pas? Non. C'est l'un des
Moi non plus, je connais pas. Donc, ce que je trouve génial, c'est que lui, il en parle et elle connaît pas et moi, je connais pas et je pense qu'elle et moi, on fait plus partie du monde du vin que Oussama Hamar et lui, bien sûr, il connaît. C'est l'un des cas d'école dans le vin actuel, quand même. Non, c'est pour moi pas du tout un cas d'école du vin, mais c'est, comment je dirais, voilà, c'est une animation, un truc pour s'amuser, quoi. Il a lancé Constance Rosé. Ok. Il a fait un compte parodique sur Un divertissement. J'arrivais. Instagram où il se moque des gens très riches. Il s'appelle Stadt Guy, tu vois, le mec de Stadt. Mhm. C'est un de mes comptes préférés sur Instagram. Vraiment, je ne me lasse pas de voir des vidéos avec lui. Et le personnage est devenu tellement emblématique qu'il boit du rosé, qui est le rosé, un rosé, parce que son nom c'est Constance. En fait, il a créé, comme un schizophrène, il a créé plusieurs personnages sur le même compte Instagram. Il a Ok. le cousin Colton, il a Constance pour le vin, et il a le Stadtguy. Et, Je commence à percevoir de quoi il s'agit. et il a créé une telle communauté que maintenant son rosé est distribué dans des lieux extrêmement sélects, à Londres, en France, à travers toute l'Europe, maintenant aux États-Unis, un peu. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ce gars, il se fout de la gueule, soi-disant, des gens qui sont extrêmement riches, mais du coup, le vin est vendu dans des endroits qui sont extrêmement luxueux. Voilà tout le paradoxe de lui-même. Faut qu'on m'explique. Moi, je comprends pas tout. Peu au Japon. Et il a construit une loupe entre la brand, le vin, la communauté, et tu vois, ça, Et donc la distribution, et forcément. la distribution, ouais. Et il fait que par distribution directe. D'ailleurs, j'ai commandé son vin pour Et voilà, la bonne poire qui a acheté son vin. mon hôtel. Parce que ça me. Enfin. En fait, tu t'en fiches de la qualité du vin si le porteur du vin est iconique, en fait. Ben non, tu t'en fiches jamais de la qualité du vin. Tu t'en fiches de la qualité du vin quand euh, t'as aucune base. Moi, je peux pas aujourd'hui faire déguster un vin qui est pas pour moi dans ce que j'entends, j'attends d'un vin, d'un bon vin, à des gens que j'aime par exemple lors d'un repas. Si j'aime pas le vin, quoi, en fait, c'est pas possible. Je fais pas déguster un vin pour faire joli sur ma table. Non, 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 non. Par contre, il y a plein de gens qui font ça, apparemment. Oussama Hamar, il fait ça. C'est un rosé. Bon, il est pas mauvais, mais il est pas. Voilà. Puis en Oui. plus, il dit, il est pas mauvais, mais pas top, quoi. Enfin, il y aurait certainement des rosés qui valent mieux, qui font plus le poids sur ma table. Ben non, je choisis celui-là. Bien sûr. D'ailleurs, c'est un grand mystère pour moi, ça. Pourquoi il y a des vins d'aussi différentes qualités? Pourquoi le vin change tellement de goût d'un producteur à l'autre dans une même région, par exemple? Parce que je comprends la météo, je comprends le sol, mais quand tu as deux vins qui sont à 20 mètres l'un de l'autre, et il y en a un, c'est ce que c'est, et un autre, c'est extraordinaire, c'est qu'est-ce qui fait un bon vin? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, bon, le goût du vin, ça reste quand même relativement subjectif. Mhm. C'est vrai, ça? Oui. C'est comme. Alors moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je pense qu'on sait tous déceler certains arômes, certaines saveurs dans un verre de vin. On sait tous dire aussi si le vin il est boisé ou pas boisé. Après, là où ça reste subjectif, c'est si on aime ou si on n'aime pas. C'est comme tout, en fait. C'est comme. Donc si tu fais des dégustations à l'aveugle de Pétrus, il y a des gens qui trouvent ça pas bon. Ça peut. Enfin, alors, Allez, là, on rentre dans le débat qui pour moi est entièrement stérile, mais ça doit être parce que je suis une experte en vin et que je comprends même pas de quoi on parle quand c'est comme ça. C'est comme quand j'étais allée voir Fabricio à sa conférence où justement il dénonce cela aussi. Je trouve que ben oui, s'il y a des rigolos dans des centres de dégustation ou dans des concours ou dans des voilà quoi en fait, ben on se retrouve avec ce genre de choses. C'est tout quoi en fait. Le vin est tellement influencé par tellement de détails que mais je suis désolée. Et de nombreux dégustateurs vous le diront, dans
dans certaines dégustations, même quand on est expert de vin, on est interdit de venir à certaines dégustations pour pas justement influencer notre dégustation, puisque on sait reconnaître le vin un vin parmi les autres, quoi, en fait. Donc, il y a bien une raison par rapport à ça, quoi. Je pense pas qu'ils iront jusqu'à dire que c'est pas bon, parce que c'est suffisamment bien maîtrisé pour que ce vin ne puisse pas avoir de défaut. Donc normalement la qualité est constante et elle est telle qu'on ne peut pas dire que ce vin est mauvais. Néanmoins, il y a des études aujourd'hui qui ont montré que des grands vins, type Pétrus, Château Margaux ou d'autres, qu'on inverse de bouteille, on les met dans une bouteille de vin premier prix, et à la dégustation, systématiquement, le vin qui était dans la bouteille premier prix est moins bien noté que... Bon, allez, je vais avancer parce que moi, ça me fait mal au ventre d'entendre ça. Oui, donc évidemment que des vignes qui sont à 20 mètres d'écart l'une de l'autre, il y a une différence. Même sur une même parcelle de vigne, ça peut être un endroit très calcaire et un autre endroit beaucoup moins calcaire. Donc évidemment qu'il y a une différence. Et ce qui joue la différence, c'est l'intervention du vigneron, le savoir-faire du vigneron. Voilà quoi, en fait, les matériaux qu'il va employer. Je crois qu'elle en parle de tout ça, il me semble, pour arriver, on va voir la fin de ce paragraphe. Une appellation, c'est pas uniquement les caractéristiques naturelles qui vont permettre au vin d'avoir telle et telle caractéristique gustative, c'est aussi l'homme. Et en fait, il faut la réunification de ces deux éléments, le facteur naturel plus le facteur humain, pour qu'il puisse y avoir reconnaissance d'une AOP. Toi, tu as des marques de vin en France exclusivement ou partout dans le monde? En France exclusivement. Et pourquoi pas ailleurs? Si une marque de vin ailleurs te contacte, c'est par opportunité ou par conviction? Pour l'instant, c'est plus par opportunité. Parce que il peut y avoir des besoins partout. Je me limite pas spécialement au marché français, mais le marché français, c'est quand même bon. La France, depuis cette année en plus, est repassé numéro 1 producteur de vin en quantité devant l'Italie. La Californie, la Nouvelle-Zélande, tout ça, on pas rattrapé en quantité. Non, toujours pas. Oui, alors il y a quelque chose, enfin je sais pas pourquoi est-ce qu'elle travaille plutôt avec la France que l'étranger ou quoi que ce soit. En tout cas, moi par rapport au SEO, si je travaille avec en langue française et rien qu'en langue française, c'est parce que les mots du vin en France ne sont pas les mêmes à l'étranger. C'est bizarre. Non, c'est la France qui est repassée devant l'Italie. Tu connais un peu le classement en quantité? Il faudrait que je regarde. C'est France-Italie. C'est France-Italie. L'Espagne doit être dans le top 5. Je pense que l'Australie est pas très loin derrière parce que eux, en plus, ils ont le droit à l'irrigation, ce qui n'est pas autorisé en France. Donc, ça veut dire quoi? En fait, ils ont le droit d'irriguer leurs vignes, donc d'arroser, en fait, tout simplement. Pourquoi on n'a pas? Alors c'est faux, en France on a le droit d'arroser, surtout dans le Languedoc il me semble, ils ont une dérogation pour l'AOC, mais sinon c'est vrai que quand on est en AOC on n'a pas le droit d'arroser. On a le droit d'arroser nos vignes en France. Ah, parce qu'en France on n'a pas le droit de faire grand chose sur la culture des vignes. C'est-à-dire? En France on n'a pas le droit d'irriguer les vignes parce qu'en fait on n'a pas le droit d'intervenir plus que dans une certaine mesure pour aider à la production du vin. Je te donne Oui, d'ailleurs, pour, je pense, certaines AOC du Languedoc, il y a le droit, mais je pense que ça s'arrête style en juillet ou en juin, un truc comme ça, quoi, en fait. Un exemple, c'est-à-dire qu'on considère que le vin, le millésime doit être le reflet de ce que la nature a été, la météo a été cette année-là. Donc on autorise en fait les producteurs à maîtriser ce qu'ils peuvent ou un tant soit peu les conditions de production. Mais par contre, si la vigne est en manque d'eau, sauf décision extraordinaire et rares en fait, où on va autoriser les vignerons à procéder à de l'irrigation, sinon c'est interdit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aider, l'homme ne peut pas aller au-delà de ses prérogatives pour aider la plante à grandir. Je comprends rien. Mais pourquoi? C'est quoi la logique? Tout simplement respecter les appellations. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que oui, quand on rentre de suite pour venir expliquer certains facteurs qui rendent le vin français unique, même si elle se plante un petit peu dans ce qu'elle dit, elle se plante pas complètement. Elle exprime quand même que certains facteurs font qu'en France, on fait un vin avec des conditions d'AOC,
Ben, de suite, le consommateur lambda est perdu. C'est-à-dire que même Oussama Hamar, qui est intéressé par le vin, est largué dans ce que là, elle vient de raconter, alors qu'en fait, c'est important d'être au courant, quoi, de dire qu'en France, on est fort pour faire ça quand même. C'est-à-dire que quand on qu'est-ce qu'on s'en fout bénéficie d'une appellation, on doit respecter son cahier des charges. Là, ça m'intrigue. J'ai toujours. Alors, moi, je picole, mais en fait, j'évite de m'intéresser à des sujets nouveaux. Voilà. Je picole, mais je suis pas éduquée. Parce qu'après, je tombe dans des trous et après, je commence. Alors, le vin, j'ai toujours senti que c'était un trou noir. Parce que dès que je vois quelqu'un qui s'intéresse au vin, j'ai l'impression qu'il n'en finit jamais avec les appellations, les machins. Donc, C'est exactement ça. Le vin, c'est un trou noir. Donc, quelqu'un qui vient te dire que il a fait un stage de 10 jours dans une maison de vin et que du coup, il connaît tout sur le vin, ben non. Moi, je suis passée par là il y a 20 ans et ben, j'ai vachement appris depuis. Et ça s'arrête jamais. j'ai jamais rien compris. Mais si tu veux bien, on fait un petit cours. Les vins, il y a des régions, c'est ça? Le premier niveau. Donc, genre Bourgogne. Il y a des pays déjà. Ouais, pays, ok. Bon, d'accord. Oui, puisque un vin français, un vin italien n'ont rien à voir, c'est ça? Oui, et puis même d'un point de vue étiquetage, Donc, tu es obligé d'indiquer l'origine géographique. Un, c'est le pays. Ensuite, tu as la région, genre on dit vin de Bordeaux, vin de Bourgogne, Ouais. Côte-du-Rhône, je sais pas quoi. Ouais. Ensuite, à l'intérieur, tu as des... Des appellations ou des indications géographiques. Ça, c'est le niveau juste en dessous, appellation. Donc, par exemple, Saint-Émilion, c'est une appellation? C'est une appellation d'origine. Il y a combien d'appellations? Non, mais combien de types d'appellations, je veux dire? Il y a 2 niveaux. Ouais. Principalement, il y a l'indication géographique protégée, qui est un peu moins restrictive que l'appellation, et en général qui va désigner des aires géographiques plus larges. Comme Bordeaux, par Bordeaux. exemple, ou Ça, IGP Côte-du-Rhône, Ok. ou enfin, appellation... Et ensuite, Donc tu ça, vas... il y a un type qui a fait une carte et il a dit tous les vins qui sont produits dans cette frontière. En fait, c'est pas un type tout seul qui a fait la carte, c'est les D'accord. vignerons eux-mêmes, souvent. C'est-à-dire qu'en fait, Attends, explique-moi ça. les vignerons doivent se réunir. C'est très compliqué, le vin. Ouais, justement, ça a l'air Les fascinant. réunions, en fait, les vignerons doivent se réunir en groupement pour pouvoir proposer à une institution française qui s'appelle l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine. Ok. Et ça, ça n'existe qu'en France. Ça n'existe pas qu'en France. Ça D'accord. existe historiquement en Europe. Il y en a aussi en Italie, il y en a en Espagne, il y en a au Portugal. La France a été l'un des premiers pays à mettre en place ce système d'appellation. C'est en quelle époque? Je crois aux années 20. Ok. Les appellations, enfin le système des appellations commence à s'étendre à d'autres pays, notamment aux États-Unis. Donc, ils ont abordé vite fait une notion qui est quand même importante, c'est que quand les vignerons décident de l'aire géographique et aussi des cépages et comme ça, cela met un certain temps avant d'être validé par l'INAO. Et des fois, ça peut varier entre 10 et 20 ans. Ça, je crois aussi que les gens n'ont pas conscience de la démarche, de la lenteur du process, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on dit le monde du vin c'est archaïque, le monde du vin c'est patriarcal, le monde du vin, mais ouais, mais les organismes aussi, ils facilitent pas à ce que ça aille vite. Et en Australie. D'accord. Et par exemple, Champagne, c'est une appellation d'origine. Ok. Donc, Champagne, ils se réunissent entre eux, ils disent voilà la carte. Oui. Tous les terrains qui sont de ce côté-là sont en Champagne. Les terrains qui sont de ce côté-là sont pas en Champagne. C'est ça. Donc, je suppose qu'il doit y avoir des guerres monstrueuses pour mettre des nouveaux bouts de terrain. Oui. Ouais, normal. Et donc, pourquoi ils auraient intérêt à ne pas accepter? Pourquoi un vigneron en Champagne, il va s'opposer à ce qu'un terrain soit de la Champagne? Parce que si tu agrandis l'appellation, tu Ouais. fais rentrer plus de producteurs. Mais la Donc- demande, elle n'est pas déjà 100 fois plus élevée que l'offre? Alors, Pas élastique. C'est pas pour ça, hein. L'aire d'appellation, elle est dessinée géographiquement en fait. Il y a des fois où on change carrément de structure du sol, donc c'est suffisant pour en fait que ça fasse plus partie de l'appellation. On peut le voir ici entre par exemple on va parler des Cadillacs et la différence entre les Loupiacs ou les Sauternes quoi en fait. Sauternes c'est de l'autre côté de la Garonne quoi. On n'est pas sur la même zone d'appellation quoi. On fait pas du Sauterne
sur les hauteurs de Cadillac, quoi, en fait. Donc c'est bien une zone géographique. Plastique, ce truc? Ça dépend des marchés, en fait. C'est-à-dire que en Champagne, en plus, il y a un truc particulier qui n'existe qu'en Champagne. Ah. Ce qu'on appelle le vin de réserve. C'est-à-dire que tous les ans, donc contrairement aux autres vins en France, la majorité des vins d'appellation sont millésimés. C'est-à-dire que tu as l'année de production qui est écrite sur la bouteille. En Champagne, tu trouveras rarement l'année de production écrite sur la bouteille. Tu prends une bouteille de Veuve Clicquot, de Laurent Perrier ou, c'est vrai, ça, j'ai jamais remarqué. ou de Moët-et-Chandon, tu trouveras pas de millésime sur l'étiquette, tout simplement parce que le champagne en fait est produit à partir d'un mélange de différents vins issus de récoltes d'années différentes. Ok, ils font de la chimie, quoi. Et en fait, c'est exactement pour cette raison que t'as pas le droit de faire ça avec les autres vins? Non. C'est-à-dire que moi, là, j'achète un bout de terrain, je mets ma vigne, et j'ai envie de faire des petites expériences en mélangeant des années, il y a une autorité qui va me l'interdire. Alors non, tu peux le faire, mais tu bénéficieras d'aucune appellation. Tu n'auras tout simplement le droit de mettre sur ta bouteille que c'est un vin d'origine française, à condition que tous les vins que tu auras mélangés dans ta bouteille sont français. bien de mais France. donc je peux appeler ça pinard, et ça s'arrête là, quoi, c'est ça? C'est ça. Et donc, le jeu des appellations, c'est parce que chacune de ces marques a des valeurs, grosso modo. C'est des questions économiques. C'est-à-dire que celui qui est dans l'appellation va pouvoir vendre forcément son produit beaucoup plus cher que celui qui est à côté, alors qu'il s'agit du même produit. Mais ça, c'est parce que c'est la croyance que le marketing vient de ton appellation. Si moi, je fais le vin douce et que les gens adorent Ous... Exactement. Là, il a complètement raison. C'est là où, moi, il y a déjà 15 ans de ça, on s'était mis à faire du vin qui n'était pas en appellation d'origine contrôlée, tout simplement parce que il y a un moment où l'appellation, elle revalorise pas forcément non plus ton vin, quoi, en fait. Alors que pendant des années, on venait dire que des vins qui n'étaient pas en appellation d'origine contrôlée, c'était justement des mauvais vins, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que les questions d'Oussama Hamar sont très lucides. Ils sont prêts à payer un prix débile pour mon vin, je peux faire n'importe quoi avec mon vin. Alors, sous certaines limites, parce que tu vas quand même faire un vin de consommation courante, enfin un produit de consommation destiné à la consommation humaine. Je ne vais donc, pas empoisonner les gens. Et je comprends les normes qui visent à protéger sanitairement les gens. Mais là, on va quand même au-delà de ça, quoi. C'est-à-dire que là, on met des règles. Donc, continuons, parce que c'est hyper intéressant. Donc, appellation, en fait, les fameuses appellations, c'est les régions. En fait, c'est un peu, moi, j'étais comme ça avant quand j'avais la tête dans le guidon dans le vin. C'était d'ailleurs une année où on a voulu planter un cépage blanc avec un porte-greffe qui n'était pas recommandé par l'INAO. Et du coup, on nous a interdit de le planter alors que c'était un cépage qui était issu du cahier des charges de l'appellation. Nous, on avait remarqué que sur nos terres, on avait des vignes qui dataient de 70 ans. C'était un blanc, donc un sémillon. Et je me souviens plus le porte-greffe, mais on avait vu que ce porte-greffe, vieillissait très bien et faisait une super récolte. Très qualitative sur ces sémillons-là. Et donc, on voulait vraiment replanter cela parce que quand on plante de la vigne, on en plante pour, moi je pense, au moins 70 ans. Après, ça se passe différemment, mais bon, au moins 70 ans. Et donc, du coup, on nous avait dit qu'on ne pourrait plus être du coup sur l'aire d'appellation et aussi on ne pouvait pas bénéficier d'aides auxquelles on avait droit si on préférait planter avec le porte-greffe dont on nous conseillait. Et je trouve ça très grave parce que on connaît mieux que personne en tant que propriétaire viticole de nos terres, on connaît mieux que personne nos terres. Et de là à venir nous empêcher en fait de mettre un porte-greffe, je trouve ça limite. J'étais très en colère à ce moment-là. Aujourd'hui, avec le recul, je m'aperçois que tu veux jouer dans la cour de l'AOC, et dans ce cas, tu es obligé de répondre au cahier des charges de l'AOC. C'est un peu comme quand tu vas à la CAF pour avoir un dossier et pour toucher les aides, tu es obligé de répondre à cocher toutes les cases, sinon tu peux pas en bénéficier. Et au-delà de ça, quand tu fais partie d'une AOC, l'AOC est censée aussi valoriser tous les producteurs de l'AOC. Il y a une communication qui se crée autour de ça.
et de porter en fait les châteaux, les différentes propriétés de l'AOC. Et je me suis aperçue aujourd'hui avec le détachement que j'ai, le fait de plus être vigneronne, que c'était une erreur de vouloir adhérer à toutes les AOC et notamment à une AOC comme bon, enfin je vais pas le dire là, c'est pas la peine, je suis pas là pour dire ça, mais voilà quoi. Enfin il y a certaines AOC où c'est pas forcé que ça apporte un plus pour le vigneron en soi. Et comme dit Oussama Amar, c'est mieux peut-être de faire sa propre cuvée et de vendre à sa manière son vin quoi en fait. Région. Tu parles de millésime, en fait, c'est les années millésime. Donc quand les gens ils disent millésime, en fait, c'est année. Et alors souvent dans les restos, je vois souvent. Et alors, toutes ces réflexions me font rire parce que je me dis, et avec ce qu'on est en train de nous pondre là, de mettre une étiquette sur laquelle il va falloir mettre tous les composants qui sont susceptibles d'être dans le vin, enfin qui sont dans le vin, il y en a, ils vont peut-être être surpris et rien comprendre à ce qui se passe au niveau de leur vin, au niveau du vin qu'ils ont l'habitude de consommer, quoi. Sur les cartes, j'ai toujours demandé, il y a marqué grand cru, grand premier cru. Ça c'est quoi ça? Alors ça, c'est un niveau en fait de classement au sein même de l'appellation. Et c'est qui les donne ces classements? En général, Attention, moi je suis hyper calée là-dessus, donc attention, j'écoute. c'est des guildes ou des rassemblements de vignerons. Tout ça date des années 20, pas du Moyen-Âge. Non. Enfin, les années 20, c'est 1920. Oui. D'accord. Donc, pour toi, c'est le Moyen-Âge. Non, justement, pas du Moyen-Âge. Ah Parce que tu parles oui. de guildes, de Alors, machin. oui, parce que si tu veux, aujourd'hui, chez les vignerons, t'as des... Par exemple, à Saint-Émilion, il y a un truc qui est hyper connu, c'est la Jurade. Ils se réunissent tous les ans et en fait, c'est un ordre. Alors là, je pense qu'ils sont pas assez calés, donc du coup, c'est pas aller assez en profondeur, mais il y a une différence dans les classements. Et à part le classement de Saint-Émilion, des grands crus classés, qui est refait tous les 10 ans, les autres sont pas refaits, et notamment celui du Médoc qui intègre aussi des vins de Sauternes, est pas refait depuis 1855. Ordre qui est descendant en fait des moines de Saint-Émilion et ils sont là pour représenter les vins de Saint-Émilion. Oui, mais ça c'est la Jurade, ça reste assez folklorique. À travers le monde et chaque année ils intronisent des gens. Alors c'est devenu quelque chose d'assez jet set. Chaque appellation a sa Jurade, pas que Saint-Émilion. Parce que chaque année il y a des nouvelles célébrités qui sont tout comme il existe la Jurade de la truffe, la Jurade du canard, la Jurade du champignon, enfin du cèpe, bref quoi. Voilà. Intronisé au sein de l'ordre de la Jurade. Ça fait quoi d'être intronisé? Quand tu es intronisé, du coup, c'est comme si tu étais nommé représentant des vins de Saint-Émilion à travers le monde. Donc, en général, on va introniser des gens qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour la notoriété de Saint-Émilion. D'accord. Mais ça existe pour Saint-Émilion, mais ça existe pour beaucoup d'autres régions en France. En Bourgogne, par exemple, il y a les Chevaliers du Test Vin. Pomerol, il y a l'Ordre des Hospitaliers, qui est, lui, le descendant de l'ordre, enfin, d'une branche des Templiers, en fait. Génial. Et donc, quand tu achètes une bouteille de vin, en fait, chacun... Ce qui, en fait, n'a rien à voir concrètement avec l'appellation d'origine contrôlée. De ces niveaux-là, vient avec un certain nombre de règles, de contraintes, machin. Alors, pour ce qui est de premier cru, grand cru, en général, c'est exclusivement... alors, peut y avoir deux choses. C'est-à-dire que, par exemple, à Saint-Émilion, on va parler de premier cru classé ou grand cru classé par rapport à la qualité du vin intrinsèque. C'est-à-dire que c'est le vin, ses qualités, son terroir. Il y a aussi des critères de notation qui sont par rapport à tout ce qui va être communication, marketing. Si le domaine, en fait, est... Il faut savoir que pour 50%, la note finale du vin d'un grand cru classé de Saint-Émilion coûte, en fait. Donc, ce n'est pas que la dégustation du vin qui coûte. Qu'est-ce que j'ai dit? Pour 50%, la note d'un grand cru classé coûte au niveau de la communication. C'est ça que je voulais dire. Donc, la dégustation coûte que pour 50%.
dynamique d'un point de vue communication et que du coup ils participent à la notoriété de Saint-Émilion, à ce moment-là, ils vont pouvoir gravir les échelons et passer de Saint-Émilion Grand Cru à Grand Cru classé, puis Grand Cru classé B et enfin Grand Cru classé A. Non, c'est la dégustation qui après donne des points pour passer en. Tu gravis pas les échelons de A à B. Non, ça marche pas comme ça. T'es reconnu comme A ou B et tu peux être aujourd'hui A et demain plus A. Enfin, dans 10 ans plus A. Et tu peux être B et pas devenir A. Qui est le plus haut niveau. Ça, c'est uniquement les vins. Par contre, si on prend la Champagne, ce sont les terroirs qui sont classés. Donc, en fait, il faut avoir des vignes plantées sur telle ou telle parcelle qui, elles, ont été classées Grand Cru, Premier Cru. Et donc, tu disais que, par exemple, on n'a pas le droit d'irriguer ces vignes. Donc, si j'ai une vigne, où que ce soit en France... Ah ça le perturbe. On peut pas arroser, mince alors. Je n'ai pas le droit de mettre d'eau dessus. Si, mais pas si tu bénéficies d'une appellation d'origine. Ok, c'est toujours le même sujet. Oui. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux avec ta vigne du moment que tu n'es pas dans le monde du vin. Mais si tu veux rentrer dans le monde du vin, tu as un certain nombre de règles et de contraintes. C'est d'ailleurs pour cette raison-là tu fais ce que tu veux à partir du moment où tu n'es pas en appellation d'origine contrôlée. Il y a de plus en plus de marques qui se développent, de plus en plus de vignerons qui sortent des appellations. Mais oui, mais j'allais te dire, qu'est-ce qu'ils attendent pour pas sortir de tout ça, quoi, en fait? C'est économique, en fait, parce que si... Non, ça s'est pas passé comme ça. Franchement, pour moi, c'est pas du tout économique. C'est parce que on faisait comme ça, parce qu'on s'est battu pour avoir des aires d'AOC qui étaient censées vendre mieux que nous notre vin, et qu'en fait, ils n'ont pas réussi à le faire. Donc du coup, on se dit, on va peut-être sortir de ça parce que nous, on est différent que cette AOC. Donc on va le faire par nous-mêmes. Et dans ce cas, on n'adhère plus à l'AOC. Et on contribue plus à l'AOC. Chaque président change. En plus, dans une AOC, c'est aussi une association, un système associatif, entre autres. Donc, du coup, on se reconnaît pas tous forcément dans la présidence du syndicat viticole, quoi, en fait. Si je prends l'exemple de Bordeaux, par exemple. À Bordeaux, comme je disais tout à l'heure, ils sont historiquement toujours passés par une place de marché, qui est la place de Bordeaux, qui est extrêmement organisée, ce qui veut dire que le vigneron, théoriquement, n'a pas le droit d'entrer en direct avec le négociant. Il doit passer par un courtier. Le courtier fait... Alors, petite rectification, ça ne se passe pas du tout comme ça à Bordeaux, j'en fais partie. Pour certains grands crus, ça se fait comme ça. Mais quand tu es vigneron, ça se fait pas comme ça. Hein. Tu peux vendre ton vin en passant directement n'importe quel négoce. Hein. Et l'intermédiaire entre le négociant et le vigneron. Et en fait, le négociant, quand il va déguster les vins, il va créer un ordre de tarifs en fonction des appellations et bien sûr de la notoriété du vin. Il n'y a pas des gens qui ont essayé de disrupter ce monde? Il y en a. Ils sont tous morts? Non, mais... Est-ce que quelqu'un a réussi déjà? Il y a différents univers en fonction des régions déjà. Parce que si on prend la Champagne... c'est quelque chose où il y a une dynamique très différente. C'est les maisons de champagne qui sont pour le coup des maisons de négoce qui tirent toute l'appellation vers le haut parce que leur force de frappe en termes de communication, de marketing, fait qu'elles ont permis de faire rayonner l'appellation. Enfin, par exemple, prenons le cas, une maison de champagne peut avoir peut-être 300 hectares de vignes, quoi. Enfin, pas à elle forcément, mais 300 hectares de raisins qui sont amenés, quoi. Donc, c'est pas du tout comparable. Champagne partout dans le monde. Et donc, les producteurs de champagne... est iconique en soi. Les producteurs de champagne, tous ceux qui bénéficient de cette appellation champagne, du coup, bénéficient du travail qui a été réalisé par les maisons négoce. Donc, toi, tu veux dire que quand Moët, Dom Pérignon, etc., font exploser la marque Champagne, toutes les marques de champagne en profitent en fait. Oui. Et ça, c'est vrai économiquement? Bien sûr. Oui, au niveau de l'image de marque. C'est l'image de marque là qui est travaillée pour le coup. Et ça draine le champagne. Mais l'objectif, c'est pas de drainer les autres. C'est d'être reconnaissable parmi tous les autres. Pourquoi tu dis bien sûr? Je suis intrigué. Parce qu'il n'y a pas un seul vigneron champenois, je pense, aujourd'hui, qui te dira
qu'il faut abattre le négoce. Alors, excuse-moi, le négoce, c'est quoi? Je suis désolé, moi je suis Le négoce, plein cours, en là. fait, l'activité de négociant, c'est simplement de l'achat-revente. Ok. C'est-à-dire que c'est historiquement des entreprises qui achètent du vin et qui les revendent sur les marchés. Donc, Mais ils jouent le rôle de Moët, c'est pas distributeur. un négoce. Si, c'est une maison de négoce. Ah, c'est ça, une maison de négoce. Ils peuvent aussi produire du vin, mais la différence entre Moët et Chandon et un producteur de champagne indépendant, c'est que Moët et Chandon, lui, va acheter des raisins auprès de producteurs de champenois indépendants pour faire son champagne Moët et Chandon. Il en profite parce qu'il vend du raisin à ces maisons-là qui en ont toujours besoin de plus et que donc ça, c'est comme un travail d'agriculteur, ou est-ce que c'est parce que le champagne sous son étiquette est plus demandé parce que tous les champagnes sont demandés? Il y a un peu des deux en fait. D'accord. Le premier, c'est que effectivement, le coût du raisin en Champagne est extrêmement élevé. Donc être uniquement viticulteur champenois, c'est-à-dire ne pas produire de champagne sous sa marque familiale et livrer 100% de ses raisins aux maisons de négoce, c'est déjà une activité qui permet aux vignerons de vivre suffisamment confortablement. Et ensuite, parce que, effectivement, Moët et Chandon distribue... Moët et Chandon, je crois que c'est près de 40 millions de bouteilles produites par an. Parce que j'avais travaillé pour le groupe PVLMH où j'avais fait l'audit de leur contrat d'approvisionnement raisin. Et donc, en fait, ils vont forcément avoir des actions marketing et de communication extrêmement massives autour de leur marque, Moët et Chandon. Mais derrière la marque Moët et Chandon, il y a quand même l'appellation Champagne. De la même manière que derrière la marque Veuve Clicquot, il y a l'appellation Champagne. Pareil pour Roederer, pareil pour... c'est tous des champagnes, effectivement. Pour Moët et Chandon. C'est vrai donc, que quand fait, tu vas au restaurant, tu demandes du champagne. Et après, on te dit, on a telle et telle marque. Et c'est vrai que les gens ne changent pas. Ils se disent pas, ah, il n'y a pas une marque que je connais pas, donc j'en veux pas. C'est vrai. Intéressant. Il y a d'autres industries... Alors là, je suis intrigué. Question ouverte. Il y a d'autres industries qui fonctionnent comme le vin ou le vin est vraiment unique? Parce que le gin, le whisky, tout ça, c'est pas comme ça. À quel niveau? C'est-à-dire par rapport aux appellations? Ouais, avec ce niveau. Alors si, tout à fait. Le spiritueux fonctionne eux aussi avec des appellations. Si je prends l'exemple du cognac, par exemple. Oui, d'accord, dans ce sens-là. Mais à l'intérieur des maisons de cognac, souvent les gens qui achètent du cognac connaissent la maison dont ils achètent. Ils sont pas en recherche de cognac. Je pense que ça dépend. Ça dépend? Je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des tu marchés. vois, le gin, il y a du gin japonais, il y a du gin... Enfin, ça ressemble plus à du vin qu'à une appellation spécifique. Parce que c'est des spiritueux qui sont en train de se redynamiser en fait, sur le marché. Et donc, il y a une demande croissante pour ces spiritueux-là, qui étaient un peu en perte de vitesse, mais parce qu'ils ont été relancés par une stratégie qui a été assez brillante en fait, et qui a été mise en place par la Fédération des spiritueux, entre autres, collectivement, je veux dire, par les producteurs. Moi, j'ai le souvenir, il y a 20 ans, pour le cognac, c'était le désert. Il a fallu qu'ils se remobilisent. Et ce qui a fait cette remobilisation, c'est pas forcé. Ça a été quelque chose qui a été pris en main par les syndicats, justement. Qui a remis en fait au goût du jour la mixologie, donc l'art du cocktail, etc. Donc voilà, c'est ça. Les happy hours, les after work, etc., les gens consomment de plus en plus de cocktails. Et d'ailleurs, du coup, les gens consomment, a fortiori, moins de vin à l'heure de l'apéritif, même s'ils en consomment toujours pendant le repas, ils en consomment moins à l'heure de l'apéritif qu'ils n'ont pu le faire avant. Mais le cognac, pour prendre un des alcools les plus emblématiques en France, il y a Hennessy, bien sûr, qui est le plus gros, mais ça fonctionne de la même manière qu'en Champagne, c'est-à-dire qu'il y a aussi des vignerons, qui sont simplement viticulteurs, qui vont apporter leurs raisins à des maisons de cognac, qui vont le distiller pour en faire un cognac qu'elles vont vendre sous la marque Hennessy. Un produit unifié. Intéressant. Et toi, la taille typique de tes clients, c'est quoi? C'est quoi le vigneron français moyen? Des bords, il existe ou il y a vraiment un gros écart type? Je dirais qu'il y a deux types de vignerons. C'est le vigneron indépendant, et puis le négociant vigneron. C'est-à-dire que même si historiquement le négoce faisait que de l'achat-revente, ils ont quand même beaucoup aujourd'hui ils ont intégré l'activité de production, donc leur activité amont. Et aujourd'hui, Michel Chapoutier, Gérard Bertrand, Guigal dans les Côtes-du-Rhône, Castel à Bordeaux, tout ça, c'est des marques de négociants, mais qui produisent du vin. Donc pour moi, il y a deux grands types. Il y a les vignerons.
Alors moi, j'ai travaillé pour Castel et pour Gérard Bertrand Vignerons indépendants, quoi. Et puis, il y a les producteurs en tant que rédactrice web SEO, quoi, en fait. négociants. Et après, entre ces deux, il peut y avoir des écarts énormes en termes de volume produit. Parce que sous une même marque, Gérard Bertrand, par exemple, va être présent dans plusieurs régions, plusieurs appellations. Là où un vigneron indépendant, lui, Il a sera... cru sa maison. Attention, Gérard Bertrand, il est présent surtout dans des appellations du sud de la France. Et pour l'instant, il n'a pas acheté en Champagne ou en Bourgogne, hein. Je pense pas, hein. Il a peut-être... Ouais, je pense que c'est maximum, il me semble que c'est Cahors. Oui, Voilà. Qu'en général, un vigneron, c'est difficile de donner un ordre d'idée, mais je dirais entre 100 et 300 000 bouteilles par an. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, avec un prix par bouteille en moyenne de... ça dépend, c'est extrêmement variable en fait. Il y en a qui vont produire 300 000 bouteilles par an avec des cuvées allant de 6 euros jusqu'à 30 euros la bouteille. Et puis, il y en a qui vont produire 300 000 bouteilles par an, mais qui ne vont pas en commercialiser une seule par leurs propres moyens, puisqu'elles vont exclusivement vendre leur vin par des... Et c'est ce que je disais au début, en fait, c'était pas cadré de savoir de qui on parlait, en fait. De quel type de vigneron on parlait. Place de marché ou via des négociants, qu'elles vendent soit en vrac, donc quand le vin est encore en cuve, en fait, soit en tiré bouché, c'est-à-dire elles sont mises en bouteille, mais non étiquetées. C'est le négociant qui s'occupe de l'étiquetage. Et en fonction en fait de ces marchés, il peut décider d'y accoler des étiquettes différentes. Ah oui, c'est le fameux vin que tu trouves par exemple aux États-Unis quand tu vas au supermarché. Et en fait, c'est le même vin mais qui a plusieurs étiquettes en fonction du supermarché que tu... Ouais, ça existe aussi en France. Ah, ça existe aussi en France, ok. Je l'avais jamais perçu en France. C'est aux États-Unis que ça m'avait frappé. Parce que j'achetais à Trader Joe et Whole Foods des bouteilles de marques différentes et ça fait exactement le même goût. Et en fait, j'avais fini par comprendre que c'était le même vin que je buvais en fait. Alors, dans ces cas-là, il faut regarder le numéro de l'eau à l'arrière de la bouteille. D'accord. Et toi, aujourd'hui, tous ces clients que tu accompagnes, donc si je comprends bien, le sujet, c'est comment leur donner une stratégie pour que leur marque existe dans le cœur des gens et que donc leur marge augmente. C'est ça. En fait, c'est tout simplement de les accompagner dans la création d'une identité de marque. Donc, d'où la stratégie marketing qui va jusqu'à l'aide à la distribution. Parce qu'en fait, une fois qu'on a décidé d'un positionnement, on va créer une histoire autour de cette marque. Et on va bien sûr diffuser ces messages sur les bons canaux. L'idée étant qu'il puisse y avoir une rencontre entre notre communication et la cible pour le vin qu'on veut produire et qu'on veut vendre. Et puis du coup, jusqu'à la recherche des bons canaux de distribution. Parce que si on a un positionnement premium, mais qu'on se retrouve sur les étals du supermarché, il y a un problème, quoi. Parce que... c'est comme ces histoires de foire au vin, dont en plus c'est exactement la période en ce moment, on en parle beaucoup, de grandes marques qui se retrouvent à prix cassés dans les supermarchés. Ça, c'est extrêmement difficile à maîtriser pour les vignerons. Et le choix de ces canaux de distribution est extrêmement important quand on veut maîtriser son image. Ça a été un peu vite pour moi. Que les gens donnent à des maisons de négoce et ils vendent ça à des supermarchés qui les bradent. C'est ça. Et donc l'image de marque du vin est dégradée. Parce que... Il peut y avoir deux choses. Soit effectivement, les vignerons passent par des négociants ou des distributeurs ou des grossistes qui vont acheter en gros. Et après, le vigneron, lui, n'a pas tellement de regard sur les différents points ou les détaillants qui vont vendre son vin, ni à quel prix. Et puis il y a un deuxième phénomène qu'on retrouve aussi dans les foires au vin, c'est ces boîtes de négoce ou ces grossistes qui vont racheter des stocks à des établissements, des hôtels ou des restaurants par exemple qui ont fermé ou qui ont fait faillite. Et c'est comme ça que parfois on peut trouver dans les foires au vin ou en supermarché des lots en fait de vins, de grands vins ou de très grandes appellations à des prix défiant toute concurrence. Sur une bouteille de vin classique. Oui, c'est surtout ça le problème. C'est du coup qu'en GD, on se retrouve avec des vins qui sont évidemment très souvent moins chers que ceux qui sont vendus ailleurs. Et donc, du coup, au niveau de l'image, ça pose un gros problème, évidemment. Mais c'est pas nouveau.
C'est vraiment pas nouveau. On en parle beaucoup en ce moment, mais c'est pas nouveau du tout. Classique, c'est quoi les pourcentages de marge? Qui prend quoi? Ça dépend. Par exemple, le négociant prend en moyenne 30% de marge. Un caviste, lui, va prendre 40%. Après, la restauration, ça dépend du type d'établissement. Et puis, ça dépend aussi du type de vin. D'accord. Parce que, bien sûr, il y a des marques qui vont être beaucoup plus attractives pour le public et d'autres beaucoup moins. Il y en a qui vont être destinés à faire du service de vin au verre et puis d'autres qu'on ne va vendre qu'à la bouteille parce que ça ne vaut pas le coup de le vendre au verre. Mais là, le coefficient multiplicateur est bien souvent beaucoup plus important en sachant que, eux, il faut qu'ils intègrent aussi leur prix de service, coût de fonctionnement, la location du local, etc. Donc, bien sûr. Aujourd'hui, dans le monde du vin, il doit y avoir un peu comme partout un phénomène de baby-boom, je suppose. Les gens commencent à être vieux, non? Oui. Il doit y avoir un sujet de transmission énorme. Par rapport à la transmission des propriétés viticoles. Et surtout des savoir-faire. Oui. J'imagine que c'est un sujet. Alors, Dieu merci, il y a de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au métier du vin. D'accord. Il y a aussi de plus en plus de reconversions professionnelles. Alors justement, Trader parisien, 50 ans, marre du métro, boulot, dodo, parisien, qui vont s'installer. Est-ce que c'est une option viable de reconversion? On finit forcément en faillite quand on vient de l'extérieur? Non, on finit pas toujours. D'abord, je pense que, au contraire, c'est extrêmement intéressant quand on vient de l'extérieur pour plusieurs raisons. C'est que le monde du vin est plein de codes. Plein de codes. Si les gens ne le savaient pas avant l'interview, là, ils l'ont vu. Hein. Quand on ne vient pas du monde du vin, on n'a pas tous ces préjugés, on n'a pas tous ces codes. Mais les gars, comme dans tous les secteurs d'activité, chacun a ses codes. Hein. C'est pas que le monde du vin. Hein. On les a pas appris, on nous les a pas transmis. Et donc, en fait, on va casser les codes, mais plus naturellement, parfois même sans s'en rendre compte. Et l'énergie n'est pas la même, en fait. On se sent moins bloqué par ces systèmes d'appellation, par exemple. On est moins attaché à certaines pratiques commerciales historiques, ce genre de choses. Donc, je pense au contraire que ça peut être une force. Maintenant, après, il y a l'aspect formation, mais aujourd'hui, il existe des choses qui font qu'on peut être bien entouré. Et puis, après, faut s'entourer d'un bon œnologue, quoi. L'œnologue? Oui, je suis convaincue que si on s'entoure pas alors qu'on n'est pas issu du monde du vin, c'est catastrophique. Mais il faut savoir vraiment bien s'entourer, en fait. C'est celui qui va produire le vin. C'est celui qui s'occupe de la production, de la maîtrise de la culture, en fait, du raisin, qui décide Non. C'est pas l'œnologue, il produit pas le vin. C'est pas possible. L'œnologue, il donne des directions pour élaborer le vin. Date des vendanges jusqu'au produit fini. Et ça, c'est des gens qui vendent. Non, mais le vigneron, il est censé être à même mieux que personne de savoir quelle est sa date de vendange. L'œnologue est un soutien, il va apporter des conseils, il vient aiguiller, il vient rattraper des choses qui peuvent peut-être pas bien se passer, il vient accompagner. De leur service aux différents viticulteurs. De plus en plus, en fait, on assiste à des œnologues conseils qui sont pas attachés à une seule propriété. Ah, intéressant. Mais, qui, en fait, et ils signent leur vin, eux, ou ils sont invisibles? Alors, il y en a qui signent leur vin, parmi ceux qui sont très connus. Il y a Michel Rolland, par exemple, qui signe... Très bon vin, ça. Michel Rolland, il est à la retraite, non? Me semble. Signe ses vins. Maintenant, il y a différentes philosophies. Pas-Calais, c'est la même chose? Non, tu connais pas? Non. C'est un de mes Bourgognes préférés. Je me demande maintenant si c'est pas quelqu'un qui signe. Mais ouais. En Bourgogne, c'est un peu moins vrai. C'est un peu moins vrai. Mais après, il y a différents types de philosophies, en fait, parmi les œnologues conseils. Il y en a qui considèrent qui refusent de signer leurs vins. Enfin, en tout cas, les vins qui produisent pour leurs clients ou avec leurs clients, parce que ils veulent pas participer à cette standardisation et que un vin, c'est aussi le produit d'un terroir, d'un lieu, d'une histoire, et qu'ils veulent pas y mettre leur propre marque pour camoufler, en fait, la vraie marque du vin, quoi. Ouais. Celle du château. Donc dans le vin, c'est vraiment la terre et
et le lieu qui est le porteur numéro 1 de marque, quoi. En fait, il y a une grosse différence dans le vin, entre le vin et n'importe quel autre produit qui pourrait se retrouver sur le marché aujourd'hui. C'est que aujourd'hui, une marque a pour vocation de garantir l'origine économique d'un produit. Apple, il faut que ça vienne de chez Apple. Peu importe que ce soit fabriqué en Chine, à Taïwan ou aux États-Unis, mais si c'est marqué Apple dessus, c'est que ça a été fabriqué par une des filiales, ou en tout cas par le groupe Apple. Avec le vin, c'est différent. Une marque vitivinicole a pour objectif de garantir l'origine géographique du produit et non pas l'origine économique. C'est pour ça que même quand on a parfois des marques de négociation... C'est très intéressant ce qu'elle dit. Je trouve que c'est très juste et à ce niveau-là, on sent que vraiment là, elle maîtrise ce domaine-là, quoi, en fait. Négoces qui sont très puissantes comme Chapoutier, Guigal, Gérard Bertrand, par exemple, même s'ils signent tous leurs vins, c'est marqué Chapoutier, Guigal, Gérard Bertrand, on a systématiquement l'appellation, en fait, qui est marquée sur la bouteille, parce qu'on doit pouvoir identifier clairement l'origine géographique du produit. D'accord. Et aujourd'hui, lorsqu'on est dans le monde du vin, à quel point on arrive à trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clientèles grâce à Internet ? C'est quoi l'impact d'Internet sur le monde du vin ? J'ai pas du tout écouté cette partie, mais je pense qu'elle m'intéresse. Allez, on y va, c'est parti. Il y a une croissance assez folle de la vente de vin sur des systèmes de e-commerce. Il y a eu un gros boom pendant le Covid. Ça a un peu ralenti. Enfin, disons que la croissance a ralenti, mais on est toujours quand même en croissance. En fait, je pense que ça peut représenter aujourd'hui jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de certains producteurs. C'est encore difficile de faire plus, je parle pour les producteurs, parce qu'il y a d'autres modèles économiques qui ne font que du e-commerce, où là c'est un peu différent, parce qu'en fait ils ne vendent pas qu'une seule référence, ils vendent comme un supermarché, et ils vendent beaucoup d'autres références. C'est des commerçants, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui ça peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires en fait, pour un vigneron. La difficulté c'est justement de réussir à créer cette confiance autour de la marque. Tu donnais l'exemple tout à l'heure du vin de Constance. Mais en fait, c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que si les gens ont confiance, ça ne les dérangera pas d'acheter sur Internet, même s'ils n'ont jamais goûté le vin. Alors que si c'est un vin qu'ils n'ont jamais goûté, qui n'a pas forcément un storytelling, une histoire ou une marque forte... C'est pour ça que la rédaction de contenu est hyper puissante, en fait, quand on veut vendre son vin en ligne. Puisque là, elle est en train de dire que... 30% de certaines propriétés viticoles font leur vente en ligne, mais avec la puissance justement d'un contenu de qualité, certainement, quoi, en fait. En tout cas, moi je pense à ma partie par rapport à la rédaction de contenu. Elle pense peut-être aux réseaux sociaux ou je ne sais de quoi, mais en tout cas quand on arrive sur une boutique en ligne, qu'est-ce qu'on va lire? C'est quand même les fiches produits, les valeurs de la propriété, etc., quoi, en fait. Savoir si c'est en phase avec ce qu'on a vu sur Instagram ou je ne sais quoi. Qui reconnaissent et à laquelle ils ont envie d'adhérer, c'est plus délicat. C'est plus délicat et à ce moment-là, ils seront plus enclins à acheter sur Internet sous coup de promotion ou choses comme ça, qui sont beaucoup plus fréquentes sur les plateformes de e-commerce que ne peuvent le faire les vignerons eux-mêmes, en fait. Bien sûr. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le vin si là je voulais... acheter des vignes? Le conseil que je donnerais, c'est déjà de définir clairement à quoi est-ce que ton vin, tu veux qu'il ressemble. D'accord. Quel genre de vin tu veux produire. Okay. Et puis demande-toi pourquoi. Et puis ensuite, fais-le à fond. Franchement, moi je pense qu'il faut faire aucun compromis parce que les consommateurs, eux, n'en font pas. Ok, très bon point ça. Les consommateurs font pas de compromis dans leur manière de consommer. Et tout à l'heure, on en parlait... en off-caméra des vins nature, il y a des gens qui refusent de consommer autre chose que des vins nature, par conviction, parce que voilà, ça fait partie de leurs valeurs, etc. Donc je pense que ce que tu fais, il faut toujours le faire sans concession et surtout pas hésiter à le communiquer largement. D'accord. Et après, c'est beaucoup de boulot, donc faut être prêt à se relever les manches. Parce que quand on n'est pas dans la vigne le matin, il faut s'occuper de la compta et du commerce le soir, quoi. Et il y a des success stories dans le vin récemment vraiment surprenante en France? Alors, il y a des success stories, mais qu'on voit sur des marques qui sont devenues des marques. Gérard Bertrand, dont je parlais tout à l'heure, qui est cet ancien rugbyman qui s'est lancé dans le monde du vin. Lui, pour le coup, a été élu meilleur vigneron du monde. C'est une vraie success story.
Meilleur vigneron du monde. Meilleur vigneron du monde, ouais, tout à fait. Et il était rugbyman. Oui, il était rugbyman, ouais. C'est sympa. On va Et- picoler. C'est pas tout à fait ça l'histoire. L'autre jour, j'ai été le voir à la Cité du Vin. Il a expliqué son parcours. Il est issu d'un milieu viticole. Donc, il n'était pas que rugbyman. Et quand il était petit, il était déjà dans des rangs de vigne. Et il a quand même passé une époque compliquée. Et heureusement qu'il avait des amis dans la finance qui l'ont bien conseillé et certainement aidé à pouvoir tenir le coup dans des périodes difficiles. Et aujourd'hui, s'il est devenu, je crois, meilleur vigneron du monde, pour moi, c'est pas un vigneron aujourd'hui qui travaille lui-même la vigne avec sa bêche et son sécateur. En revanche, il y a été, il sait ce que c'est, et c'est aussi certainement par le fait qu'il a quand même 1000 hectares de convertis en biodynamie. Donc c'est pas rien en soi, quoi, en fait. Je pense que... Alors, Comment il s'appelle à nouveau, excuse-moi? Gérard Bertrand. Gérard Bertrand. Donc, Et il fait du vin d'eau? Alors, dans plusieurs régions. Historiquement, il est dans le Languedoc, mais aujourd'hui, il fait aussi du rosé, du vin orange, du Côte-du-Rhône. Sans doute pas. À part, il fait surtout du Languedoc, Cahors, et justement, comme elle dit, en Côte-du-Rhône, mais il fait pas du rosé ailleurs qu'en Languedoc, je pense, quoi, en fait. Pas une liste exhaustive, mais voilà. Après, il y a des success stories ailleurs qu'en France, et dont je pense qu'on doit apprendre à s'inspirer en France. Tu as des exemples? J'en ai un. Ça s'appelle Yellowtail. C'est un vin australien qui, en fait, c'est une étiquette jaune, et dessus, il y a un kangourou. Et donc, l'étiquette est extrêmement reconnaissable. Historiquement, en fait, c'est un immigré italien qui Jamais j'ai entendu parler. arrive en Australie et si tu veux, il décide de s'exporter aux États-Unis. Et il fait d'abord une étude, il dit ok, aux États-Unis, les codes de consommation du vin aujourd'hui, c'est voilà, faut que ce soit appellation, on n'utilise que du vocabulaire très compliqué, l'élevage, en fût de chêne, vieilli X temps, telle appellation avec des arômes de café, machin, très, truc. Très caricaturaux, effectivement. Bon, et il s'est dit ok, les jeunes ils en achètent pas, bon parce que a priori c'est intimidant, ils savent pas comment choisir. Donc il s'est dit ok, pourquoi est-ce que, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un vin facile à choisir. Un blanc, un rouge, pas 15 000 mélanges, deux couleurs, un seul cépage, une étiquette jaune, et puis il a envoyé ça sur le marché des États-Unis et il a en fait habillé des vendeurs. Donc il y a eu un peu de marketing de fait, mais vraiment par rapport à la success story qu'il a eu, c'était très peu de dépenses. Il a simplement fourni en fait des tenues de bushman australiens, une espèce de tenue de sarouel jaune. Et donc, ils étaient chargés de tenir les stands dans les supermarchés. Et ça a fait un carton absolu. Et il avait pour projet de faire 150 000 caisses de vin vendues aux États-Unis la première année. Il en a vendu 3 millions, je crois. Et aujourd'hui, c'est probablement la plus grande réussite de toute l'histoire du... J'en ai jamais entendu parler. Donc, après, ce que je retiens par rapport à ce qu'elle dit là, c'est que, ouais, je trouve que... moi, quand j'étais vigneronne, j'avais ce problème aussi, c'était que j'avais toujours envie d'innover, toujours envie de faire une cuvée monocépage, une cuvée assemblage, une cuvée pour mon fils, une cuvée pour... Et en fait, là, ce qu'elle dit, c'est qu'il y avait que 2 couleurs, un rouge, un blanc. Et ça, je pense qu'il faut arrêter... de multiplier les AOC, les catégories, les couleurs, enfin voilà quoi, en fait, tout ça. Je trouve que c'est trop. On perd le client et au travers de ça, pourquoi on perd le client? Parce qu'on perd notre image. Toutes les étiquettes sont différentes, tout est différent et on se retrouve noyé quoi en fait. Même si certainement nos clients ils nous aiment bien pour justement ces nouveautés qu'on a un petit peu pondues là pour se faire plaisir. C'est pas du tout comme ça qu'on construit une image de marque, je pense. Et ce que je retiens par rapport à ça, c'est oui, miser tout sur une ou deux cuvées
et travailler tout à fond là-dessus. D'ailleurs, c'est un conseil qu'on m'a donné aujourd'hui pour ma communication à mon point de vue à moi, puisqu'en ce moment, je réfléchis entre par rapport à tout ce qui est stratégie, rédaction web SEO que je peux offrir et aussi être consultant SEO, c'est quand même compliqué. Je fais aussi du graphisme, donc ça parle pas à tout le monde ce que je fais. Et on m'a dit reste sur ton plan A, ne va pas sur des plans B. Et je suis carrément d'accord avec ça. Il faut pas aller sur des plans B, pas du tout, quoi.